Au cours de la semaine du 5 novembre 2012, le procès dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo a continué avec l'audition du 12e témoin de la défense, désigné par le pseudonyme 48. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage prétendument commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la CPI. Le témoin 48 a bénéficié de mesures de protection, dont l'altération de la voix et la distorsion de l'image. Au cours de sa déposition, la Chambre a en outre décrété un certain nombre de passages en audience à huis clos partiel. Interrogé par maître Peter Haynes, conseil de la défense, le témoin 48 a répondu à des questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et à l'effectivité de la justice militaire dans les territoires contrôlés par le MLC, Mouvement de libération du Congo, en République démocratique du Congo, au cours de la période 2002-2003. En 2001, quel était le statut légal, juridique du MLC? C'était un mouvement politico-militaire. Quel était le système de justice qui fonctionnait dans le territoire contrôlé par le MLC? Le système de justice qui fonctionnait était une justice ordinaire avec des parquets aux côtés des tribunaux. Nous avions sur l'ensemble du territoire MLC 4 tribunaux de grande instance. L'un était installé à Guadeloupe, l'autre à Guémena, un autre à Lissala et un autre à Obazuele. Il y avait un tribunal de paix qui était installé à Zongo. Et dans ces tribunaux, il y avait quelques juges et quelques procureurs, donc magistrats du parquet. Il est important de signaler ici que la justice qui fonctionnait dans cette partie du pays avait trouvé un fondement sur l'accord de Lusaka qui donnait un statut commun aux 3 administrations qui fonctionnaient en République démocratique du Congo. Now I'd like you to give us, please, the benefit of your... J'aimerais que nous puissions profiter de votre expérience professionnelle. En regardant les 3 premiers prévenus, Palakumu, Gangu et Ndonga, en examinant les chefs d'accusation et les peines, est-ce que les peines vous paraissent proportionnelles? Bon, disons, lorsqu'on se réfère à la conclusion qu'il y a ici, ils sont poursuivis pour tentative d'extorsion. Et donc, ils sont également ils bénéficient de larges circonstances atténuantes. Peut-être ont-ils coopéré avec la Cour en disant toute la vérité qu'ils connaissaient, auquel cas la Cour le Conseil les a accordé de larges circonstances atténuantes. Et dans ce cas, comme ceci est prévu par le Code pénal congolais, il y a toujours une fourchette de peine. Donc on dit, vous êtes condamné de 0 à 5 ans. Et donc, s'ils ont bénéficié de la circonstance atténuante, pour une tentative, ceci pouvait être possible qu'ils soient condamnés à ce genre de peine. The prisoners who were convicted at the Badalite trials. Les prisonniers qui ont été condamnés lors des procès de Badolité en rapport avec des infractions commises en République centrafricaine, ont-ils purgé les peines auxquelles ils ont été condamnés? Oui, je crois qu'ils ont purgé leurs peines parce que dans ces documents, ce que nous avons omis de regarder, c'est une date qui était au-dessus, la date d'arrestation. Donc, dans le calcul de peine,
le directeur de la prison a pris en compte la date à laquelle le prévenu avait été arrêté. Et donc, lorsque vous faites le calcul, la sommation, on constate qu'il a respecté les peines prononcées. We've been through it in some detail, but perhaps in summary. Monsieur le témoin, nous sommes étendus sur le sujet, mais brièvement, devant les récits de la Radio France Internationale sur les crimes commis en République centrafricaine, quelles mesures le MLC a-t-il prises pour avoir une meilleure connaissance ou compréhension de ces événements? Je pense que vous avez, maître, fait défiler beaucoup de documents ici. Il y a eu foisonnement des enquêtes. Il y a eu des correspondances. Le MLC, qui était créé dans le but d'établir un état de droit, eh bien, son action était paralysée par ces déclarations-là. Vous ne pouvez pas venir combattre une dictature en vous fondant sur de l'injustice ou de l'inexistence d'état de droit. Ça ne pouvait pas marcher. Donc, le MLC avait tout intérêt à obtenir que toute la lumière soit faite autour de cette affaire. Parce que le MLC, à ce moment-là, prétendait remplacer le pouvoir en place. Et donc, vous ne pouvez pas venir avec les prétentions de remplacer un pouvoir en place, vous disant que le pouvoir n'est pas démocratique, et vous-même, vous êtes incapable d'établir dans votre zone un état de droit. Monsieur Eric Iverson, substitut du procureur, a ensuite contre-interrogé le témoin 48 pour le compte de l'accusation. And was Mr. Bemba aware? Et M. Bemba était-il au courant des problèmes dont vous nous avez parlé hier? Le manque de magistrats, le manque d'une cour d'appel? Oui, il était parfaitement au courant parce que c'est lui le chef. Il savait, et je lui avais fait rapport qu'on n'avait pas assez de magistrats. C'est lui d'ailleurs qui avait autorisé qu'on fasse des recrutements. Si on a des candidats, qu'on les recrute. Parce qu'il tenait à ce que la justice fonctionne normalement. And was there anything expressly prohibiting? Et y avait-il quoi que ce soit qui interdisait expressément que l'on accuse des soldats du MLC au sein, enfin que l'on traduise en justice des soldats du MLC au sein de la justice civile du MLC? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui s'opposait à cela? Oui, en principe, dans le fonctionnement de la justice au Congo, il y a deux justices. Il y a la justice civile, la justice militaire. Il n'est pas possible, on a même deux codes. Il y a le code pénal qui s'applique à tout le monde, mais il y a en plus pour les soldats un code de justice militaire. Let's talk about an offense that... Bien, parlons d'une infraction qui ne soit pas uniquement militaire. Donc il y a des infractions militaires, comme la désertion, c'est une chose. Donc ça, ce n'est pas une infraction civile, mais on a le meurtre ou le viol, ça, c'est des infractions qui n'est pas uniquement militaires. Donc si un soldat de l'ALC commet un meurtre ou un viol, pourrait-il être traduit en justice par un système civil? Est-ce qu'il aurait pu être traduit en justice par un système civil? Non. De par l'organisation judiciaire congolaise, il existe deux justices séparées, la justice civile et la justice militaire. Les juges militaires, ceux de la justice militaire, se réfèrent au droit commun qui est complété par le droit strictement militaire. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Il y a un code pénal ordinaire et à côté de ce code, il y a le code de justice militaire. Parce qu'en vérité, lorsqu'un militaire commet un meurtre, comme dans le cas que vous êtes en train d'évoquer, il viole en même temps la loi civile, mais aussi la loi militaire. Parce que pour que quelqu'un quitte ce poste pour aller commettre un meurtre à 2 ou 3 mètres de là où il était, il a commis, outre le meurtre, il aura commis par exemple la violation de consignes, qui n'est pas prévue dans le code de justice ordinaire, dans le code pénal ordinaire. C'est pour ça que l'on veut que dans l'organisation congolaise, vraiment, que les militaires soient jugés par la justice militaire, composée en majorité par leurs pairs, ça signifie d'autres militaires, qui peuvent facilement interpréter le comportement des militaires qui se sont compromis en commettant des infractions. So it would be fair to say that... Donc on pourrait dire que dans le système de justice militaire,
M. Bemba avait l'autorité suprême, l'autorité totale, étant donné qu'il avait le pouvoir d'organiser des cours martiales. Je dis et j'insiste, je persiste, M. Bemba ne pouvait pas organiser la cour. Il avait le pouvoir de créer, il avait le pouvoir de nommer les membres de son gouvernement. Il agissait au fait comme le chef de l'État. Mais lorsqu'il s'agit de poursuivre les coupables, ce n'est pas M. Bemba qui décide quand est-ce qu'on va poursuivre tel ou tel autre. Les représentants légaux des victimes dans cette affaire, Maître Marie-Édith Tozima Lawson et Maître Asingambi Zarambo, ont par la suite, tour à tour, posé des questions au témoin 48. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez rappeler quels sont les textes qui ont été appliqués à votre connaissance par cette juridiction qui a jugé ces soldats? Mais j'ai vu sur les documents ici de condamnation que le code de justice militaire a été appliqué et le code de conduite pour la discipline des militaires. Et ce sont les deux textes qui ont été appliqués. On a fait recours dans le cadre de la motivation de cet arrêt du décret qui créait la cour qui avait statué. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les infractions, c'est le code de justice militaire que j'ai vu et renseigné dans le cadre sur les documents que j'ai lus ici. À votre connaissance, donc, par la suite, est-ce que vous avez appris, vous avez eu connaissance de qui avait ordonné l'envoi des troupes du MLC en République centrafricaine? Non, disons, ce qui est sûr, c'est que le président du MLC devait être informé, mais j'ai dit qui exactement, je ne me suis pas intéressé à la question. Est-ce que c'est dans quelle forme? Est-ce qu'il y avait une lettre? Est-ce qu'il y avait... Et on a accompagné... Bon, tout ça, je ne me suis pas intéressé à ça. Comme je l'ai dit, je le répète depuis le début, n'étant pas militaire, les questions militaires ne me concernent pas. Le procès dans cette affaire se poursuivra le 19 novembre 2012 avec le témoignage du prochain témoin à décharge désigné par le pseudonyme 49.